À la une de ce journal, le tous souriant président kényan William Ruto a prêté serment ce mardi au stade Moi International Sport plein comme un œuf. Parmi les invités de marque, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui a gagné Nairobi la veille de l'investiture. À la une aussi, Bunagana toujours sous occupation des rebelles M23 3 mois durant. C'était le 13 juillet que les rebelles du mouvement du 23 mars avaient lancé un assaut contre le territoire. Les FARDC ont annoncé préparer une contre-offensive pour reconquérir l'entité. Vous allez le suivre. Et la dépouille de la reine Elisabeth II sera transférée ce mardi soir à Londres après le dernier voyage à Édimbourg. La famille royale s'était recueillie devant le cercueil dans la paroisse Saint-Gilles. Un moment très émouvant. Bienvenue à vous tous, madame, monsieur, et merci d'être avec nous sur Télé 50. William Ruto a prêté serment ce mardi à Nairobi en présence notamment de Félix Tshisekedi qui, lui, avait atterri la veille. Les deux personnalités avaient eu un échange très chaleureux et amical autour de plusieurs questions, notamment la sécurité et la coopération économique. Retour sur l'arrivée du chef de l'État dans ce reportage. C'est en début de soirée de lundi que le président Félix Antoine Tshisekedi est arrivé à Nairobi au Kenya. À quelques heures de l'officialisation du nouveau leadership au sommet de l'État kényan, cet État de l'Afrique de l'Est joue déjà la carte de la redéfinition de ses relations avec les pays frères. La procédure ne tarde pas à annoncer ses couleurs dès la toute première rencontre entre Tshisekedi et Ruto. Les premiers mots du président congolais à son nouvel homologue résument les intentions déjà affichées par la République démocratique du Congo de maintenir au mieux, améliorer ses relations avec les États qui respectent sa souveraineté et ceux qui n'hésitent pas de l'aider à la préserver. Les deux chefs d'État vont s'entretenir en tête-à-tête pendant près d'une heure. Une discussion qui va poser les bases d'une série de rencontres entre les délégations de deux pays, comme l'a bien annoncé le chef de l'État congolais pendant les échanges. Ce que je souhaiterais, c'est qu'après tout ça, j'envoie une équipe qui rencontrerait vos collaborateurs pour déjà vous briefer sur les grands dossiers sur lesquels nous allons nous pencher lorsque nous allons nous rencontrer ici à Nairobi ou à Kinshasa. La délégation congolaise sera chargée d'informer celle du Kenya des grands dossiers qui seront exploités dans les nouvelles relations qui prennent forme ce jour. Les deux hommes d'État, qui se considèrent sans se voiler, se sont séparés sur une note très positive, annonçant une coopération peut-être meilleure que celle déjà entretenue à ce jour entre leurs pays respectifs. À la une aussi, conflit interethnique entre Teke et Yaka dans la province de Maïnomé. Les forces de sécurité ont mis la main sur plus de 20 fauteurs de troubles et seront déférés devant les instances judiciaires. L'annonce a été faite par une délégation dépêchée par le chef de l'État. Nous allons citer quelques-uns parce que, comme je vous ai dit, quand on était à Kwamouch, on avait repris le Grand Osé, qui est maintenant entre les mains du procureur de l'auditeur général à Kinshasa. Donc là, maintenant, ici, les 15 assaillants, parmi lesquels je peux citer les noms tels que Tambo Manja, alias Testament, Mobanga, alias Jean-Baptiste, et dans le village Menko, plus tard, là-bas, plus loin, nous avons Kabak, alias Noël, et Kalunda, alias Lipassa. Donc, voilà, nous sommes en train de travailler. Et en dehors de ça, nous pouvons signaler que la délégation a récupéré aussi AK-47 et quelques centaines de calibres 12 et 380 machettes.
Voilà l'information que j'ai reçue du chargé des opérations. Bon, moi j'ai 15 selon eux, et nous-mêmes, avant, on avait arrêté 3 personnes, et après on a encore envoyé 7. Il y en a beaucoup, mais à eux, la dernière opération, c'est 15. 3 mois déjà depuis que Bunagana est sous occupation des rebelles du M23, appuyés par le Rwanda, selon le discours de Kinshasa. Par les sources locales, justement, le rebelle aurait déjà installé une administration parallèle dans la cité et même nommé leurs dirigeants et font payer des taxes mensuelles aux habitants qui y sont restés. L'armée a annoncé une nouvelle offensive pour récupérer le territoire. Écoutez, la reconquête de Bunagana fait partie des priorités des forces armées de la République démocratique du Congo, comme vous le savez, et surtout que la population doit regagner son milieu naturel. Et les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de travailler pour que, incessamment, on puisse reconquérir la cité de Bunagana. Mais ce que vous devez savoir, c'est que depuis la résurgence d'un 23, les forces armées de la République démocratique du Congo pensaient faire face à un groupe armé qui se trouve être le M23. Au fur et à mesure qu'on a évolué avec les opérations, on s'est rendu compte que derrière le M23, il y avait des nations. Et du coup, c'est pas la même tactique, n'est-ce pas, que nous devons mettre en place pour combattre des nations. D'où il a fallu un temps pour les forces armées de la République démocratique du Congo de planifier maintenant des opérations non contre un groupe armé, mais contre les nations. Et à l'heure où nous vous parlons, nous rassurons notre population que tout est déjà mis en œuvre, le moyen matériel et humains sont déjà mis à la disposition de forces armées de la République démocratique du Congo, de manière à ce que dans les jours qui suivent, que la reconquête de Bunagana soit effective. Et parlons une nouvelle fois de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Le parti politique du Nouvel Élan du Congo sollicite l'implication des acteurs politiques de tous bords pour le rétablissement de la paix en RDC. Bernard Kayumba invite les jeunes à s'inscrire massivement dans l'armée pour combattre les ennemis de la paix. Plus de 3 mois après, la ville de Bunagana est toujours entre les mains du Rwanda sous couvert du M23. Face à cette situation d'insécurité dans l'est de la RDC, le parti du Nouvel Élan du Congo s'est réuni en urgence pour essayer de réfléchir sur des pistes de solutions. Et celles-ci vont dans le même sens que celles exprimées par l'Union sacrée pour la nation. Après une réunion d'évaluation, Bernard Kayumba a sollicité l'implication de tous pour que la paix revienne dans l'est de la RDC. Appelons le gouvernement de la République à intensifier l'assistance aux populations victimes de cette agression, de poursuivre le recrutement massif de la jeunesse au sein de nos forces de défense et de sécurité. Lançons un appel pressant à toutes les nations amies et prises de paix et de justice, afin qu'elles intensifient avec notre pays des relations d'amitié, de coopération multisectorielle, et multilatérale. Le parti du Nouvel Élan du Congo, membre de l'Union sacrée, continue à soutenir la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et celle du Premier ministre Sama Lukonde et salue la vigilance de la population de la Lukunga sur l'insécurité qui règne dans certains quartiers de sa circonscription électorale et demande par ailleurs au commissariat provincial de la police d'affecter des éléments de la police pour que la sécurité règne dans ce coin. Et puis, porté disparu, l'Antonov 28 immatriculé 90SX qui a décollé samedi à l'aéroport de Kavumu au sud Kivu a été retrouvé écrasé à KCC dans le Maniema. Cet avion commercial transportait les marchandises d'un opérateur économique de Bukavu. Les 3 membres d'équipage à bord, dont le pilote, le copilote et un logmaster ou technicien, ont tous perdu la vie. Le ministre des Transports de cette province souligne que la cause du crash n'est pas encore connue et les recherches de la boîte noire se poursuivent.
Et puis processus électoral pour l'opposition républicaine DIPRO, des avancées significatives sont enregistrées. Il n'est pas question de faire tomber le bureau de la centrale électorale. Constant Moutamba, président de la DIPRO, l'a dit ce lundi à la délégation des confessions religieuses qu'il a reçue au siège de la DIPRO. Nous sommes au siège de la plateforme de l'opposition républicaine dynamique progressiste. Constant Moutamba reçoit une frange importante des chrétiens qui se retrouvent au sein des confessions religieuses pour passer en revue le processus électoral et la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. S'agissant du processus électoral, la dynamique progressiste qui figure parmi les premières plateformes à soutenir la tenue des élections en République démocratique du Congo en 2023 et la mise en place de l'actuel bureau de la CENI exige du président de la centrale électorale une gestion transparente et des réunions, des mises au point sur l'évolution du processus. La CENI devrait désormais chaque mois se présenter devant les différentes forces vives de la nation, sociales et politiques, à travers des conférences de presse pour faire l'état de l'avancement du processus électoral. Quel fonds a été décaissé par le gouvernement de la République et quelle en a été la destination. Pour la délégation des confessions religieuses, la commission d'intégrité et des médiations dans sa mission pastorale continuera à réunir les voix pour permettre la tenue des élections crédibles, transparentes et apaisées. Nous menons ces démarches parce que les pays nous appartiennent tous. Ce n'est pas les pays des politiques simplement, mais c'est pour toute la nation congolaise. Pour la DIPRO de Constant Moutamba, la tenue des élections est plus qu'une nécessité en 2023. Et puis plusieurs agents de carrière des services publics nommés par le ministre de la fonction publique n'exercent pas leurs fonctions. Ces derniers évoquent comme motif la non-exécution par le secrétaire général du ministère des Finances de l'arrêté du ministre Jean-Pierre Liyao. Christian Bokaya nous en dit plus. Le secrétaire général des Finances ne vit pas en odeur de sainteté avec le ministre de la fonction publique pour cause son refus d'obtempérer à l'arrêté ministériel nommant de nouveaux agents des carrières des services publics de l'État dans différents ministères au poste de commandement, d'encadrement et de coordination. En fait, dans son arrêté numéro 099 du 2 septembre, le ministre de la fonction publique a élevé en grade 17 personnes au poste de directeur dans l'administration du ministère des Finances. Ces désignations poseraient des problèmes d'affectation puisqu'aucun promu n'a exercé antérieurement les fonctions de directeur et qu'il n'existe actuellement aucune vacance au poste de directeur dans l'administration des Finances. Dans sa correspondance transmise au ministre de la fonction publique, le secrétaire général du ministère des Finances, Christophe Bitasimois, précise que sur les 17 agents désignés à titre intérimaire, aucun d'entre eux n'assume à ce jour les fonctions de directeur. Certains d'entre eux ont même enjambé des grades, par exemple du grade d'agent d'administration au grade de directeur, renchérit la correspondance. Nonobstant ce bras de fer, le ministre de la fonction publique ne cesse de recevoir des éloges des Congolais. À ce jour, Jean-Pierre Liyao a réussi à certifier 73 000 agents sur 450 000 qu'on lui avait présentés dans la ville de Kinshasa et 600 000 sur 1,8 million en province. Et à l'EPST, les cadres enseignants et agents ont décidé d'observer la grève au sein des services centraux du secrétariat général dès ce lundi 19 septembre. Ils réclament le paiement de leurs primes spécifiques et la levée des mesures de suspension préventive prises à l'encontre de ceux parmi eux qui avaient manifesté publiquement pour la même cause. Les membres de Transparence et Justice sociale des structures standards ont quant à eux plutôt décidé d'accélérer les démarches et procédures syndicales pour obtenir les paiements de leurs collègues de la seconde vague non payée depuis janvier 2022. Et début ce lundi de l'atelier de formation d'apprenants sur l'application de nouvelles technologies pour le suivi des ressources naturelles et l'aménagement du territoire. L'atelier qui se déroulera en 10 jours passera de l'aspect théorique au pilotage des drones.
Cet atelier qui vise entre autres l'amélioration des compétences face aux défis relatifs à la conservation de la faune des aires protégées passe par l'apprentissage à l'utilisation des nouvelles technologies pour le suivi des ressources naturelles. Bien fondé de ce type de formation, même si ça ne fait pas partie de leur cursus, mais de leur rappeler que ça va être une compétence supplémentaire qu'il va falloir intégrer dans leur profil. Lancé ce 12 septembre, l'enjeu est de taille vu la nécessité de s'approprier la question de l'heure, à savoir la bonne utilisation des ressources naturelles de la RDC. Que nos étudiants qui sont appelés à gérer les espaces et l'environnement, ils ont aussi besoin de formation à la carte si certains outils de l'air. Parmi les outils de l'air, il y a les drones. Les drones, c'est un outil qui permet de couvrir des grandes surfaces, tout ça, d'examiner des grandes surfaces en état record. On s'est dit, les étudiants qui sont formés à l'ERAIF doivent être à la pointe de l'actualité. Cette formation est beaucoup plus bénéfique pour nous dans le cadre de nos recherches sur les travaux que nous allons devoir présenter à la fin de notre cursus de master ici à l'ERAIF. Et avec une technologie de pointe, une nouvelle technologie, nous estimons que nos travaux auront un impact beaucoup plus visible, matériel sur le terrain. Financé par de nombreux partenaires tels que la coopération technique allemande, l'atelier de 10 jours passera également de l'aspect théorique au pilotage des drones à la gestion des différentes pannes en cours de vol. Et dans la province de l'Équateur, le gouverneur Boloko Bolumbu construit à Mbandaka des murs pour borner les parcelles où sont établis les bâtiments administratifs des ministres provinciaux et autres services spécialisés de l'État en vue de les mettre à l'abri du phénomène de morcellement des dites parcelles par les agents publics vers eux. La situation des ventes anarchiques par morcellement des concessions et parcelles du domaine privé, voire même du domaine public de l'État, au profit des particuliers par les agents véreux devenus monnaie courante à Mbandaka préoccupe et font souci au gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko Bolumbu. C'est dans cette optique qu'il a pris la décision de construire des murs pour borner les bâtiments administratifs qui abritent les ministères provinciaux, les divisions provinciales et autres services spécialisés de l'État, et ce, sur fonds propres de la province. Le gouverneur croit dur comme fer que cette opération mettra fin à ces pratiques décriées par le bon sens et le pays tout entier à travers le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Cette opération est déjà en marche sur l'avenue Libération, Mobutu, et va se tendre jusqu'au bâtiment administratif du gouvernorat en passant par le siège de l'Assemblée provinciale. Et soutenu par les membres des partis politiques de l'Union Sacrée, les 3 fédérations de l'UDPS Maniema ont organisé ce lundi un sit-in devant le palais de la justice et le gouvernorat pour dénoncer les décisions contradictoires dans la gestion de l'administration publique. Ces responsables s'affichent publiquement comme des opposants au régime de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans notre province. Le cas le plus frappant est celui de la remise d'une chèvre par le premier président de la Cour d'appel du Maniema à un opposant déclaré candidat président de la République. L'octroi abusif et intempestif des libertés provisoires. La justice, au travers de ces 2 animateurs, encourage la hausse du taux de criminalité dans la ville de Kindu. En effet, une fois relaxé sous le régime des libertés provisoires, les voleurs à main armées retournent à la cité pour commettre le même effet pour lesquels ils ont été interpellés. Mènent des actions de représailles contre les dénonciateurs et se moquent de tout celui qui voudrait collaborer avec les services de sécurité pour dénicher les malfrats. Pour ces raisons et tant d'autres, les 3 fédérations de l'UDPS Tshisekedi au Maniema, soucieuses de la réussite du premier mandat du chef de l'État et du renouvellement de la confiance de la population à la prochaine élection présidentielle, sollicitent de votre autorité le départ de Kindu, du premier président de la Cour d'appel et de l'avocat général faisant fonction de procureur général ad intérim. Ce mémorandum est soutenu par tous les partis politiques, membres de l'Union Sacrée de la Nation, œuvrant au Maniema et dont liste en annexe.
Au Royaume-Uni, les obsèques de la reine Elisabeth II vont se poursuivre à partir de ce mardi soir à Londres. Un véritable défi logistique pour les autorités et la police qui attendent recevoir 2000 personnes. La famille royale, notamment les petits-fils de la reine, s'était recueillis hier en Écosse. Ce mardi soir, la dépouille d'Elisabeth II se trouvera à Londres. Ce sera le début des obsèques dites XXL après la tournée et les hommages en Écosse. Le pays attend des invités de partout dans le monde, des rois, des chefs d'État et des représentants de gouvernement qui viendront de 4 coins du monde. Les services de sécurité ont mis le paquet, la police entière a été mise à contribution et des championnats sportifs ont été reportés pour faciliter la concentration des forces de l'ordre. L'événement est considéré comme le deuxième important de toute l'histoire derrière Louis XIV. 2000 places sont disponibles dans la baie de Westminster. Les 4 enfants de la reine Elisabeth II, dont le roi Charles III, s'étaient recueillis hier lundi dans la cathédrale Saint-Gilles à Édimbourg. Ensemble, ils se sont montrés pour la première fois devant la dépouille de leur mère dans un moment de recueillement pendant plusieurs minutes. Charles III s'est rendu ce mardi en Irlande du Nord pour recevoir les condoléances après les décès de la reine Elisabeth II. Il y va rencontrer des responsables politiques et recevoir des condoléances notamment du président de l'Assemblée nord-irlandaise. Décédée en Écosse, la reine Elisabeth II doit bien être enterrée à Londres. Et puis en sport, les clubs congolais engagés aux interclubs de la CAF continuent de parfaire les préparations avant de lancer la saison sur le continent. Le cas du FC Saint-Éloi Lupopo qui aiguise le fer à Casablanca. Le club de Lubumbashi a battu hier en amical Smart City du Nigeria sur le score étriqué d'1-0. Les Cheminots se maintiennent dans une dynamique positive. Après leur sortie réussie face à l'Union sportive Chinkunku à Kinshasa, les Viettes ont enchaîné ce lundi face à la formation nigériane des Smart City. Face à une équipe dynamique, les hommes de Mohamed Magasuba réussiront à mettre à mal les Nigérians et trouver la faille à la 9e minute quand Peter Ikoyo-Yembe reprend du pied droit le corner millimétré de Manubola Lubota. La mi-temps intervient sur cet avantage du FC Saint-Éloi Lupopo. Au retour des vestiaires, le technicien malien change totalement son effectif du départ. La formation des Smart City tentera alors de revenir dans le match sans succès, alors que du côté du FC Saint-Éloi Lupopo, Héritier Kassongo et Jean-Marc Makous Mundele avaient la possibilité d'alourdir le score avec les actions obtenues. L'arbitre va siffler la fin du match sur ce score d'1-0. Déterminé à rentrer en force sur la scène continentale et gagner le titre de la Ligue nationale de football cette saison, le Popo s'entraîne 2 fois par jour sous la houlette de Mohamed Magasuba. Et en culture, triste nouvelle dans l'univers du théâtre congolais. L'artiste comédienne Pauline Toumba Nzita, mieux connue au sobriquet de Maman Nzita, a tiré sa révérence hier lundi au centre hospitalier Moncolé de suite d'une longue maladie. Actrice du groupe Nzoï, Maman Nzita, qui a tenu en haleine le public congolais durant plus d'une trentaine d'années, s'était révélée pour ses rôles extravagants allant de femme de ménage à la belle-mère. Bob Ambongo nous relate brièvement la brillante carrière de l'artiste. Elle a été l'une des figures emblématiques du théâtre populaire congolais. Ses débuts dans l'art de Molière remontent vers les années 85 sur les antennes de l'Office zaïrois de radio-télédiffusion OZRT. Elle s'affiche au premier rang au sein du groupe Nzoï avec des artistes comme Mambri Koko, Koko Dianzombo, Chako, Nsengo Diangenda, Sansusi Matondo Matea, Kimbanseke et autres. Aux côtés de ces vedettes de l'humour, elle a su manier avec aisance sa diction à la villageoise et ainsi créer son personnage devenu mythique. Ce qui l'a conduit à mener une carrière plutôt riche en expérience. En près de 40 ans de carrière,
Elle s'est bâtie une renommée et a accompli des grandes réalisations. Comptée parmi les grands noms du théâtre populaire congolais, Maman Nzita avait marqué les esprits des téléspectateurs à travers diverses pièces telles que Kololo Pango, Pasteur, etc. Le résultat obtenu lui a attiré une vive sympathie de la communauté Congo. C'est comme un couperet que la nouvelle de sa disparition est tombée dans la nuit de lundi 12 septembre, laissant en émoi plusieurs de ses fans et amoureux de séries théâtrales congolaises. La soixantaine d'âge révolu, Maman Nzita, qui avait été rongée par des séquelles d'un AVC, n'avait pas encore abdiqué et attendait se relancer à l'issue de sa convalescence. Adieu l'artiste. Et toujours en culture, décédé le 30 août 2022, l'artiste comédien Kwedi Maimputu sera porté en terre ce mercredi 14 septembre au cimetière Nécropole entre terre et ciel. Un communiqué officiel du ministère de la Culture, Arts et Patrimoine détaille le programme des obsèques. Il est à noter que la veillée mortuaire sans la dépouille sera organisée en son honneur ce mardi dans l'enceinte du Musée national de la RDC sous la responsabilité de la famille biologique et artistique. L'inhumation, quant à elle, interviendra mercredi après une série de cérémonies d'hommage, notamment le recueillement à la place des artistes à Matongé et ensuite à l'esplanade du studio Maman Angebi de la RTNC. Place au rappel des titres à présent. Le tout souriant président kényan William Ruto a prêté serment ce mardi au stade Moi International Sport plein comme un œuf. Parmi les invités de marque, le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi qui a gagné Nairobi la veille de l'investiture. Et Bunagana toujours sous occupation des rebelles M23 3 mois durant. C'était le 13 juillet que les rebelles du mouvement du 23 mars avaient lancé un assaut contre le territoire. Les FARDC ont annoncé préparer une contre-offensive. Et au Royaume-Uni, la dépouille de la reine sera transférée ce mardi à Londres après le dernier voyage à Édimbourg. La famille royale s'était recueillie devant le cercueil dans la paroisse Saint-Gilles, un moment très émouvant. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste incontinue.